Je vais commencer par un petit rappel. On avait déjà évoqué des choses, comme ça. C'est la question de la vente B2B et là Avant que tu te lances oui, sur cette pente magnifique, nous avons un deuxième invité, Joël Henry, qui exactement. interviendra également tout à l'heure et qui est déjà là avec nous. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de vente B2B et on appelle parfois également la vente complexe, c'est-à-dire le fait de ne pas vendre à des personnes physiques, mais à des entreprises. Exactement et alors, si vous voulez, ce que nous on entend régulièrement, c'est un entrepreneur qui vient nous voir et qui dit: «Alors hier, j'ai rencontré Renaud et nous, ce qu'on entend c'est: "Il a vu la Vierge"». C'est-à-dire, qu'en fait, ça a l'air d'être pour lui merveilleux, mais nous, on comprend pas très bien ce que ça a changé dans sa vie. Alors vendre à un gros client, c'est souvent perçu comme une très bonne idée, c'est souvent perçu comme une façon, d'aller plus vite, comme une façon de trouver une nouvelle performance pour ses ventes. Le problème, c'est que, la vente, bon, bah, si elle représente un gros chiffre d'affaires, et si elle représente souvent une référence, vous savez, on travaille avec Renault, et bien, chacun de ces 2 points sont contestables, parce qu'en général, on ne vend pas très bien quand on vend à un grand groupe, justement parce que c'est une référence. Et ensuite, personne n'est vraiment, fasciné par les références quand on a un peu de métier. Hein, qui n'a pas vu, un site internet avec des tas de logos de tous les gens avec qui on travaille et puis quand on dit: «Mais ah oui, tu travailles avec Renault?» «Oui, oui, oui, on a fait un contrat une fois avec une concession Renault», voilà. C'est grand Renault. Donc ça semble une bonne idée et pourtant, à la fois la décision est souvent très, très lente, parce qu'il faut, passer dans des étages, qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Et souvent le groupe, la grosse entreprise est embêté dans sa façon de traiter avec les petits par 2 aspects. Il y a un aspect, pérennité, parce qu'on va acheter une solution et puis qu'est-ce qui se passe si demain vous êtes pas là? Alors c'est très contestable à chaque fois, hein, puisque si vous demain vous êtes pas là, bah, figurez-vous que la même chose existe quand vous achetez un logiciel à un grand groupe. Parce qu'il peut demain décider d'arrêter ce logiciel. Et là, accrochez-vous pour lui dire: «Écoute vieux, tu pas le droit, il faut que tu fasses quelque chose». Parce que comme c'est un grand groupe et ben, il a une capacité à vous résister. Et puis il y a un autre problème qui est, souvent, mis en avant, c'est le problème de la responsabilité des grandes organisations. Puisque quand, vous dépassez un certain niveau de chiffre d'affaires chez votre fournisseur, on va considérer que le fournisseur est dans une, dans une, dépendance à votre égard et s'il est en difficulté, c'est donc de votre faute, c'est donc de votre fait et il y a des fortes chances pour que le tribunal vous explique qu'il va falloir prendre vos responsabilités et payer, pour le, payer pour les dettes et le passif. Alors je vous rappelle que ce qu'on appelle la vente B2B, la vente complexe, c'est une vente dans lequel on a, différents acteurs. On a, à la fois l'utilisateur, celui qui va, être le vrai client, celui qui décide d'acheter et celui qui va être le payeur. Et c'est, ce qui crée, une difficulté, sans compter, l'ensemble des influenceurs qu'il y a dans le sujet, sans compter que l'utilisateur, ça peut être non pas une personne, mais un service, ça peut être non pas un service, mais des services. Que l'acheteur, ça peut être un ensemble qui décide avec en plus derrière des voies de recours, et que le payeur, il peut ne pas être connu, dans notre organisation. Alors, le contact qu'on va avoir dans l'entreprise, ça va être un chevalier blanc. Là, vous voyez un chevalier blanc sur fond blanc. Ce chevalier blanc,
Donc, c'est celui qu'on va nommer notre client. On va avoir une mission qui est de le transformer en ambassadeur. Et ce qui se pose comme question du coup, c'est, ben, comme c'est un chevalier blanc, il faut l'équiper et l'armer. Il faut réfléchir au PowerPoint qu'il va avoir, au site sur lequel il va envoyer tous les contacts en interne pour leur dire « mais si, regarde ce truc, c'est super ». Et puis, il va falloir l'armer d'argumentaire. Et alors, le point que je voulais introduire, parce que tout ça, ce n'est que de la révision, on en a parlé en mai dernier de mémoire. J'ai hésité à recopier des parties du PDF de la dernière fois, mais je me suis dit que ça n'allait pas tromper les plus experts d'entre vous. Donc, ce que je viens vous rajouter, c'est la question de la dépersonnalisation. Figurez-vous qu'on fait des lectures chez Melchior Chassagne, c'est même une de nos caractéristiques. Et la semaine dernière, il y avait un petit article d'Olivier Sibony, et il parlait de l'écoute du terrain. Et oui, vous savez, les hommes politiques, ils expliquent qu'il faut faire l'écoute sur le terrain, et puis de manière générale, tous ceux qui le disent, ils ne le font pas vraiment. Et il prenait l'exemple de ces réunions dans lesquelles on met des médecins, on met des infirmiers, on met du personnel de soins. Et puis, on va s'apercevoir qu'à la fin de la réunion, les idées qui ont été émises par les médecins vont être reprises et tout de suite réutilisées. Celles données par les catégories inférieures, on va pas on va rien en faire en fait. Alors, on va rien en faire, sauf qu'il dit qu'en fait l'idée survit. L'idée survit, c'est-à-dire que quand elle est bonne, eh ben, elle va finir par revenir. Elle va mettre un peu de temps, mais elle va revenir probablement parce que elle est bonne et que elle est dépersonnalisée, qu'elle n'est plus attachée à des gens des bas échelons de l'entreprise. Elle a été quelque part adoptée par des membres de la technostructure qui sont jugés comme suffisamment pertinents. Donc, la conclusion de cette idée de dépersonnaliser, c'est qu'il faut laisser vivre l'idée d'elle-même. Donc, c'est quelque part un éloge de l'humilité. Ah ben là, tu nous as laissé en pleine chute libre Mais un non, éloge de l'humilité. eh oui, Bon, alors, première question, moi, puisque nous sommes tous humbles, plus ou moins, et selon les circonstances, décidons de l'être. Comment est-ce que on arrive à faire de l'idée, c'est-à-dire l'idée par exemple qu'on doit travailler avec nous, ou l'idée qu'on doit déployer telle typologie de solution chez un client, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que cette idée devienne finalement dépersonnalisée, alors même qu'on sait qu'on a ce chevalier blanc, notre ambassadeur, à qui on a donné des moyens de poursuivre son œuvre en interne. Comment est-ce que tu prends les choses? Est-ce que c'est que ton PowerPoint ne te cite pas, mais cite plutôt la solution en termes génériques, parce qu'à marque blanche? Comment tu fais ça? alors dans le cas présent, c'est surtout le chevalier blanc qui va devoir s'effacer derrière sa cause. C'est le chevalier blanc qui risque de ne pas être d'un niveau hiérarchique suffisant pour être pris au sérieux, ou d'un niveau d'expertise suffisant pour être pris au sérieux. Si c'était une vraie solution, je ne sais pas pourquoi elle ne serait amenée par ce technicien ou par ce directeur technique de la vallée de l'Arve. Évidemment, ça ne peut pas avoir de poids. Si on réussit à l'aider à montrer en interne que c'est une bonne idée et que quelqu'un peut cette fois-ci l'enfourcher et devenir le nouveau chevalier blanc, ou venir rejoindre la meute des chevaliers blancs, on donne beaucoup plus de chances à notre produit, à notre vente. D'accord. Donc en fait, finalement, quand on est content d'avoir un ambassadeur à l'intérieur d'une grande organisation, en général, on mise tout sur lui et sur son statut. Son statut n'est pas forcément suffisamment élevé pour emporter la décision. Et toi, tu dis qu'à ce moment-là, c'est plus astucieux de l'aider à transformer son approche en une
bataille d'idées quelque part, en une force de faire passer l'idée avant la réputation de la personne. Exactement, avec une nuance qui est que parfois, il est la bonne personne parce qu'il a un profil de futur dirigeant et lui apprendre à prendre, à prendre le leadership et à l'imposer peut être la bonne solution. Mais tous les autres cas où il risque d'être quelque part, de jouer au détriment de l'idée parce que il est trop éloigné de ce que la structure imagine être la source de bonnes solutions. Très bien. C'est C'est vrai que aujourd'hui, si un non-médecin vient proposer des solutions dans la crise sanitaire, on dit ben non, c'est pas possible puisque les bonnes solutions viennent des médecins. Donc on va même pas écouter ce qui peut être pourtant une bonne idée ou une bonne piste. super. Je crois Bravo. que Bah, Elias écoute, avait une question alors, ou une réflexion. Il faut que tu allumes ton micro, Elias. Ton micro n'est pas allumé. non, on ne t'entend pas. Non, c'est le micro de Zoom. Voilà. Vous m'entendez? Très bien. Parfaitement. Bon. Mais je ne sais plus du coup si on m'entend par le téléphone. Voilà. Mais en tout état de cause, je suis frappé de parallèle entre ce que je viens d'entendre et ce que je vais aborder sur les sujets de lobbying, et peut-être apporter un éclairage sur cette distinction entre chevalier blanc et un peu l'évangélisation autour d'une idée de tous ceux qui participent à une décision. Dans la discipline qui est la mienne, on pèse sur des décisions publiques qui doivent être prises au nom de l'intérêt général. Et quand on a une solution à apporter pour une entreprise, l'entreprise est regardée comme étant en situation de défendre son intérêt particulier d'entreprise. Et si on ne prend qu'un chevalier blanc, on va se dire, mais pourquoi il défend cette entreprise? On va finir par suspecter qu'il y a peut-être une connivence, voire un intérêt inavouable. Si l'idée s'est un peu disséminée et que le terreau de l'ensemble des acteurs qui vont participer à la décision se dit ça c'est vraiment une bonne idée, et qu'à un moment donné il faut prendre une décision, et qu'on a un chevalier blanc qui dit ben, autour de cette bonne idée, vous savez, j'ai une boîte qui fait la solution dont on parle, une solution souveraine pour des visios, pour pas utiliser Zoom, dont on ne sait pas ce qu'ils font avec nos données. Ah ben tiens, j'ai une solution pour éviter que toutes nos données puissent partir quelque part. J'ai une PME innovante qui a trouvé telle solution pour des isolants. On n'est pas obligé. Mais s'il est tout seul à défendre une idée avec une entreprise derrière, on se dit c'est bizarre. Mais si l'idée s'est propagée et que la piste, la cause, s'est véritablement infiltrée dans les réflexions, eh bien au moment de prendre la décision, sur un terreau qui est bien préparé, il y a le chevalier blanc qui apparaît et qui fait qu'on passe à l'acte. Et donc il y a une très grande complémentarité entre le fait d'avoir des idées qui alimentent une réflexion générale et quelqu'un qui vient transformer la conviction en décision. Voilà simplement ma contribution à l'appui de l'exposé précédent.